une question qui commence à se poser dans toutes les salles de Brainstorm, qui est mais où sont les jeunes? Et les jeunes, en fait, ils sont sur Twitch. Et du coup, t'as tout le marché de la pub qui pivote, t'as tout le marché du sport traditionnel aussi qui se met à pivoter pour les mêmes raisons. Donc du coup, on se retrouve courtisé à ce moment-là par des groupes médias, donc les plus gros que tu puisses connaître. Du coup, finalement, on leur dit bon bah non, en fait, on vend pas et on leur dit c'est 15 millions. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, nouvelle incartade dans le monde des nouveaux médias, côté stream, côté Twitch, côté YouTube. Je reçois aujourd'hui Alexandre Nossi, CEO d'Altab, une des sociétés de production historiques dans le monde du jeu vidéo en France en tout cas. Et donc, je trouvais ça intéressant de recevoir Alexandre parce que découvrir l'histoire d'Altab, c'est un peu refaire l'histoire du stream en France. Alexandre, bonjour. Bonjour, salut, merci pour l'invitation. Écoute, mais je t'en prie, merci de l'avoir accepté. Donc je disais Altab Production, ça produit et ça gère, alors je vais essayer de faire un mini résumé, puis après tu pourras nous dire exactement tout ce que tu fais, notamment ogaming.tv, une web TV. Alors avec ce terme qui fait un peu vieux quand on dit ça aujourd'hui, mais c'est ce que c'est, et c'est sa chaîne, enfin plutôt ses chaînes Twitch, notamment sur Starcraft. Alors je mettrai les liens vers les chaînes dans les notes de l'épisode, les comptes Twitter, mais c'est pas que du e-sport, c'est depuis quelques mois, quelques années aussi des émissions de débat, de politique, telles que le Grand Débatton, Climaton, Sénastream, première émission de Twitch qui a été diffusée sur une vraie chaîne de télévision avec Jean Massier, avec qui tu collabores. On aura l'occasion d'y revenir dans cet épisode. Et avec ce même Jean Massier, depuis septembre 2021, vous avez lancé Backseat, une émission de talk politique présentée par Jean Massier avec Usul et Léa Chamboncel que tu produis. Exactement, ouais. Est-ce que c'est un bon résumé de... Ça résume pas mal. OGaming, en fait, c'est un rêve. OGaming, c'est une idée, c'est un concept. Mais c'est également la marque. Donc, le concept, c'est réunir les gens dans une ambiance qui, à l'époque, était celle d'un bar irlandais, donc les O'Brien ou les O'Sullivans. Qu'on connaît bien à Paris. Qu'on connaît bien. Et c'est de là que vient le nom, effectivement. Et c'est cette nouvelle manière, en tout cas pour 2010, de regarder l'e-sport et le gaming de manière adulte, on va dire, en disant, voilà, moi j'ai, à l'époque, on avait 24, 25, 26 ans, et on se disait, est-ce que le gaming, c'est forcément solo, en slip chez soi, à regarder des vidéos incompréhensibles, ou alors est-ce que, contrairement à ce que moi je vis, comment je vis le gaming, pour moi, faire une LAN, c'est comme aller faire une partie de poker avec des potes ou aller en boîte. C'est quelque chose qui est aujourd'hui normal dans ma vie. C'est le jeu vidéo, il est intégré dans mon ADN, dans mon sang, dans mes os, mais ça fait pas de moi un extraterrestre, tu vois. Ça veut pas dire que je fais que ça, etc. Et donc du coup, au gaming, c'est l'alliance de un côté un peu festif, hype également, et en tout cas social, du jeu vidéo, hardcore, vénère, et on peut allier les deux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette marque-là, qui regroupe grosso modo tout ce que Altab, donc qui est la société de production, donc la raison sociale, hein, c'est le nom de la société. C'est le nom qu'il y a sur les statuts. Au gaming, c'est voilà, dès que nous on fait du gaming pour nous-mêmes, donc en autoproduction ou alors pour notre propre marque, pas pour quelqu'un d'autre, bah du coup ça rentre sous la marque au gaming. D'accord. Voilà.
Donc c'est également un label, c'est une marque commerciale, c'est un label, ouais, c'est sous c'est ce pas nom-là que une web vous êtes TV, ça. ouais, sous ce nom-là que vous êtes connu dans vos productions dans tout le monde du gaming. Les gens On a connaissent fait pas des forcément événements, Altab. on a fait des événements. Ouais, voilà, c'est ça. Altab, il y a que les services comptables de nos clients Qui connaissent ça. Voilà, mais je te présente là-dessus, c'est le nom de la société, mais effectivement, les gens vous connaissent plus sous le nom de O-Gaming, c'est un nom qui résonne quand même dans cette scène depuis 10 ans. Que vous fêtiez ces 10 ans il y a un mois. Est-ce que tu peux quand même raconter comment a commencé l'aventure? Parce que donc, je te présente comme Alexandre Nossi, hein, qui est ton vrai nom, mais tu es aussi connu sous le nom effectivement de Ponf Études. Donc c'était toi et ton frère qui ce qu'on appelle castait. Donc tu peux peut-être raconter les débuts de l'aventure, parce que encore une fois je pense que c'est intéressant parce que ça raconte toute cette scène un peu et on viendra raconter ce que c'est aujourd'hui. Effectivement, donc c'était il y a 11 ans maintenant, c'était en juin 2010 où en gros on était avec mon frère et quelques potes désœuvrés. On ne savait que branler de l'été 2010 et du coup il se trouve que StarCraft 2 sortait à ce moment-là. On était tous fans des Day9 ou des shoutcasters anglophones et coréens également, puisque moi je m'étais fait des délires en regardant des playlists entières de commentaires de broudoir en coréen. D'accord. Juste pour l'ambiance, parce que j'imagine que tu juste pour l'ambi. Ah oui, non, moi je comprends pas le coréen. Mais du coup, juste pour l'ambi, pour voir les stades remplis, et l'énergie qu'ils mettaient dans les castes, je me disais, mais c'est fou, je pige que dalle. Et je suis aussi chaud que si j'étais sur le siège à côté d'eux, quoi. Et du coup, on s'est dit, ok, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça en français? Il y a clairement. Déjà, nous, ça nous faisait marrer. On avait joué à Broudoir, on avait joué à StarCraft 1, etc. Et là, une bonne partie de la suite Blizzard. En tout cas, on était prêts, on était chaud. Et du coup, on a commencé à poster des vidéos sur YouTube. C'était également donc juin 2010, il y a quelques mois après qu'ils sortent la feature de chaîne YouTube. Parce qu'avant YouTube, c'était juste un hangar à vidéo, quoi. Ouais. Pour les petits jeunes qui nous écoutent. Ouais, ça existait effectivement avant. Donc, début des chaînes, et pas de monétisation encore? Pas de monétisation, mais de toute façon, nous, on l'a joué punk. On a dit, on veut pas mettre de pub sur notre contenu. Les gens, les pubs, ça les saoule. Du coup, on est passé à côté de probablement plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'imagine. Mais c'est peut-être aussi ce qui a fait votre succès, le côté un peu, pas à l'arrache, mais punk, comme tu dis, où c'est le délire, c'est le concept, et c'était pas votre métier. C'était absolument pas notre métier. Moi, je sortais d'une école de commerce et je m'orientais plutôt dans la prod cinéma. Mon frère, il était en SS2I, il faisait du conseil. Il faisait chier comme un rat mort. Max, il était ingé son chez KTO et Eric, il était directeur artistique fraîchement sorti d'un TuteLab, une grosse école de design. Il voulait faire de la mode. Tu dis pour une boîte, mais vous saviez pas encore que ça allait. Ça avait du sens. Il se trouve que ça collait dans les profils. Il se trouve qu'on était potes et passionnés par les mêmes trucs, mais c'était pas du tout. Le plan était pas de vivre de vidéos YouTube à l'époque. De toute façon, d'une, c'était inconcevable, et de deux, on avait juste pas de plan, quoi. Mais donc du coup, si on arrive sans plan. Sur YouTube, on fait les premières vidéos et là, ça cartonne direct. De semaine en semaine, on passe la barre des 10 vues. Déjà, on était là, mais qui sont les 10 connards qui Comment ils nous ont trouvé qui ont que ça à faire de regarder les 10, 100, 1000, 10 000 et 100 000 et tout ça, ça prend genre 3-4 mois. En 4 mois, on passe de 0 à 1 demi-million de gens qui venaient tous les mois. En visiteur unique. Regardez. Vous n'aviez absolument pas de droit ou quoi que ce soit. À l'époque, encore une fois, c'était des matchs qui passaient, qui étaient streamés, et tu les commentais comme ça de manière pirate presque quelque part. Ouais, on les scrapait de sites de replay qui les diffusaient comme ça gratuitement. On avait 2 gars dans notre équipe dont le boulot c'était de les dérusher parce que les commentateurs, on voulait pas connaître les parties avant de les commenter. Ouais. On voulait la surprise, on voulait l'excitation de la surprise. Ah oui, vous mettiez dans les vraies bonnes conditions, quoi. Les conditions du live. Du live. Et donc, du coup, il y avait 2 potes qui arrivaient à tour de rôle avec ça, c'est les 3 replays de la semaine que j'ai trouvé. Tu vas voir, c'est de la bonne. Et tu vas voir à 3 minutes 42, il se passe un truc. Et du coup, on lançait ça entre potes sur le PC d'un ami dans sa piole et on enregistrait tout ça en une soirée, on le diffusait pendant la semaine et ça nous prenait 4 heures par semaine, quoi, ou 3 heures par semaine. Ouais. Et c'était l'occasion aussi de boire des bières et de faire des bêtises, quoi. Donc ça a commencé comme ça pendant un an. Ensuite, on s'est dit, ok,
Donc au bout de 4 mois, ça a explosé. Les gens ont commencé à connaître notre pseudo, à nous reconnaître dans la rue, à nous inviter en convention également. On a fait le festival du jeu vidéo, qui est donc l'ancêtre de la Paris Games Week. Ouais. Qui du coup nous a invités à commenter une partie entre Elki, grand joueur émérite de boudoir et de poker, du coup un des joueurs les plus titrés au poker aujourd'hui, et un random. Et on s'est pointé pour PokerStar du coup. Et on s'est pointé pour commenter, et là on s'est dit putain c'est bizarre, les gens nous applaudissent plus fort nous que Elki qui est notre star à nous, tu vois, genre qui est notre... On s'est dit ouais il se passe quelque chose quand même. Et donc du coup on a continué par opportunité, on nous a appelés, on nous a dit vous voulez faire ça, on a dit oui, vous voulez faire ça, on a dit oui. Des scènes, des sponsors, etc. Et donc on a rempli nos 2 statuts d'auto-entrepreneur très rapidement avec mon frère. 1 an plus tard, donc du coup on a fait un événement à l'arrache dans un bar à Boulogne qui s'appelait le Bistrot du Stade, où on a juste fait une vidéo YouTube qui disait retrouvez-nous là-bas, c'est gratos, il y aura des joueurs pros, il y aura de la bière, il y aura du StarCraft. Là je crois qu'il y a à peu près 1500 personnes qui se sont déplacées dans un bar qui pouvait en accueillir grosso modo 150. Ok, donc dépassé par le succès de l'événement. C'est ça. Et ils ont pu rentrer, les gens? Ils ont pu rentrer, heureusement, parce qu'il y avait du coup un jardin. Et du coup, il y avait des gens dans les arbres, il y avait des gens sur les parterres de fleurs, il y avait des gens partout. C'était Woodstock, quoi. C'était... Et là, vous réalisez quand même le potentiel, ou en tout cas l'influence que vous avez. Et la réalité des vues YouTube, parce que les chiffres sur YouTube, t'es là, bon, c'est quoi 100 vues, c'est quoi 1000 vues, c'est quoi 10 000 vues. Mais là, quand tu vois qu'il y a 1500 personnes qui se sont déplacées, qui attendent que tu les fasses rire et qui disent oh les toilettes et tout. Oh, merde, j'aurais peut-être dû préparer un peu mieux. Du coup, et en plus qui consomment, parce que du coup ils ont vidé en 2 heures tous les fûts qui avaient été prévus par le partenaire de bière, quoi. Et quand même que le mec était à la Rungis chercher des fûts, il avait dû retourner là-bas pour rechercher des fûts, tu vois. Et donc tu te dis ok, il y a des gens, ils se déplacent, il y a de la conso, même le tenancier du bar à qui on avait ruiné tout son jardin et tout, il nous dit vous revenez quand vous voulez. Donc tu te dis ok, donc lui il s'est fait des couilles en or aujourd'hui. Ok, il va falloir changer un peu les conditions la prochaine fois. Et le soir même on s'est dit on monte une boîte, montons une boîte, voilà, il y a de l'attraction, faisons les choses bien, quoi, parce que là on est passé je pense pas loin de... Enfin, il n'y a pas de sortie de secours, il n'y avait pas de... Oui, il y aurait pu y avoir un accident, mais bien sûr, c'était vraiment l'arrache. On est passé au travers des balles, donc faisons les trucs de plus en plus pro, et du coup, on a monté une boîte. Dans la foulée, on a rencontré des gens passionnés de nos vidéos et de ce qu'on faisait, qui ont décidé de nous aider, donc une sorte de mécène. On avait plusieurs dans notre aventure. Et donc là, on a rencontré un qui nous a filé des locaux gratos, plus qui nous a acheté 200 000 balles de matos, ce qui nous a du coup permis de faire le Bataclan en 2011, donc novembre 2011. Direct, tu passes d'un petit bar à l'arrache au Bataclan. Ouais, on a fait, ok, c'est quoi la salle dispo, machin, c'était un prix raisonnable. Et on s'est dit go le Bataclan pour la classe, et du coup, à la base, juste pour avoir des sièges à mettre sous les fesses de nos fans, quoi. Mmh. Et un service de sécu. Et en fait, on s'est dit, mais le Bataclan, c'est ouf, machin. C'est plein de symboles aussi, parce que le Bataclan, c'est l'entertainment parisien. Oui, une espèce de reconnaissance. Là, tu te dis, attends, on fait le Bataclan, on n'est pas dans un bar, c'est pas une salle obscure. Personne nous reconnaissait quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est incrusté au Bataclan. Hein. Genre, personne nous a dit, c'est bon, c'est l'heure de faire le Bataclan, Alexandre. Ouais. tu as gagné tes... La France est prête. Ouais, c'est ça. Non, on l'a fait avant qu'on nous donne la permission, mais surtout pour dire voilà, c'est du kiff, c'est de l'entertainment, c'est du show, quoi, et ça a rien à envier à un concours, un groupe de rock ou une chanson d'Edith Piaf, quoi. Ouais. Dans l'idée. Ambiance et tout. Dans l'idée, sans se la péter. Mais c'est du divertissement, et c'est pour tout le monde, et c'est aux yeux des gens, et ça mérite le skill des joueurs et des commentateurs, le talent des joueurs pros de StarCraft, puisque c'est de ça qu'on parlait. C'est un truc de fou, c'est créatif, c'est innovant, il y a du bluff, il y a de la compréhension, il y a de la psychologie, c'est fin, c'est excitant, quoi. Et donc c'est un divertissement qui a sa place au cœur de Paris et sur une des scènes les plus famous, quoi. Ouais. Et donc c'est le statement qu'on a fait en bouquant le Bataclan.
Ça s'est sold out en 36 heures, je crois, l'édition. Et du coup, qui s'appelait O-Gaming. C'était le nom de l'événement. Et suite à ça, on a continué à développer du coup de l'événementiel. On a enchaîné donc sur le Grand Rex, le Casino de Paris, le Palais des Congrès en 2 ans à peu près. Et le Trianon, où du coup on a fait des finales de tournois là-bas. Et donc là, tout ça, vous êtes en rapport avec les éditeurs de ces jeux, vous avez les licences, tout ça est négocié, ils vous payent pour ça? Alors, parce que forcément, ils gagnent énormément, parce que ça anime la communauté, ça fait du contenu, enfin... l'éditeur, c'est effectivement la donnée qu'il n'y a pas, par exemple, dans le sport traditionnel. C'est un acteur qui existe, qui possède les images du jeu. Et quand tu fais une compétition et que tu sors, du coup, une vidéo ou quand tu vends de la billetterie, forcément, c'est la personne qui te dit « Je suis l'ayant droit final de tout ce truc, donc c'est moi qui décide. » Et chose qu'il n'y a pas dans le sport traditionnel, puisque voilà, si toi et moi, on trouve une balle maintenant, on n'a pas besoin d'aller demander la permission à qui que ce soit pour taper dedans. Ouais. Donc l'éditeur, avant 2012, se désintéressait, voire même considérait l'e-sport comme des piques-assiettes. Des gens qui utilisaient ces assets pour faire des ronds, mais qui en fait étaient des pirates, quoi. Ce qui n'était pas complètement faux. À partir de 2012, du coup, ils se sont mis, et début 2013, à structurer leur circuit, à dire non, mais d'une, c'est intéressant et c'est pas anecdotique, et de deux, en fait, c'est à nous, donc on va le faire. Et donc à recruter des gens qui faisaient aussi de l'événementiel, qui faisaient aussi de la gestion de tournois et pas que du développement de jeux vidéo. Ouais. Donc d'autres métiers en fait. Ouais, exactement. Mais une nouvelle ligne de revenus, quelque chose de très officiel chez eux, ils ont réinternalisé quelque part l'organisation de ces événements. C'est ça. Et donc du coup, ils ont commencé à lire les contrats, ils ont commencé à écrire des contrats et donc à mettre des contraintes. Ce qui a rendu sur certains jeux, notamment StarCraft et League of Legends, impossible en fait de traiter directement avec les joueurs, puisque avant c'était assez simple de faire des tournois, il suffisait d'appeler les joueurs. Ouais. Là, il y a eu une espèce d'exclus, notamment chez Riot Games, l'éditeur, le League of Legends, TFT et Valorant. Ouais, qui sont des plus gros jeux dans la scène e-sport. Qui, eux, ont adopté, au début en tout cas, une politique qui se rapprochait à celle de la NBA, c'est-à-dire que les joueurs étaient salariés de la ligue. Ouais. Et du coup pouvaient passer d'équipe en équipe, mais rester en fait des agents de la ligue. D'accord, mais ils restent sur le payroll de l'éditeur du jeu. L'éditeur leur donnait des ronds, ouais. Et les équipes leur donnaient plus de ronds, les sponsors leur donnaient encore plus de ronds, mais en tout cas, ils avaient ce lien contractuel avec la ligue qui faisait que, par exemple, ils avaient l'interdiction, quand ils participaient à la ligue officielle, de jouer dans le format classique, donc 5v5 de League of Legends, pour d'autres tournois, tout simplement. Ok. Donc là, en fait, quand Riot puis Blizzard mettent ça en place et créent leur ligue, ils détruisent également à ce moment-là tout l'écosystème, que ce soit... nous, c'était embryonnaire, mais il y avait t'avais la MLG, par exemple, qui était un gros organisateur de tournois ricains. T'avais l'ESL, pareil, en Europe, qui était Electronic Sports League, qui était allemand, qui était très implanté. Et donc, tous ces gens-là, en fait, ont dû revoir leur plan et changer leur business model, puisque du coup ils pouvaient plus opérer sur des jeux comme bon leur semblait, quoi. Et donc nous on s'est retrouvés dans des situations très étranges où en fait nous on avait eu l'impression d'avoir fait le boulot des gens de Blizzard par exemple ou de Riot pendant des années, c'est-à-dire d'animer une communauté, d'évangéliser, d'expliquer, de créer la communauté, et puis au moment où ça devient rentable, juteux, siffle la fin de la récréation. Soit l'éditeur a très envie de bosser avec nous et comprend qu'il ne pourra pas faire sans. Ce qui a été le cas de Riot, par exemple, qui a très rapidement bossé avec nous et qui nous a intégrés dans ses plans. Du coup, ce qui fait qu'on a bossé ensemble pendant 9 ans. Pourquoi ? Parce que vous avez des bons moyens de production ou parce que vous connaissez justement tellement bien cette scène, les casters, donc ceux qui commentent les matchs, sont des gens qui vous sont fidèles ou qui sont même dans la structure Altab. Qu'est-ce qui fait que... Parce que, enfin, tu vois, une boîte de production, on peut se dire... ça se crée, ça... Oui, non, c'est pas ça. C'est la conscience qu'en fait... c'est la communauté ? C'est la conscience qu'on gérait leur communauté, en fait. Et donc, en fait, ils ont réussi à recruter des gens pas trop cons qui se sont dit, OK, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, on veut pas aller contre notre communauté. Et du coup, ce seront les community leaders qui vont quelque part
qu'on va suivre et qu'on va accompagner et qu'on va intégrer dans nos plans. Et oui, non, le fait d'avoir 3 plateaux et des caméras, c'est pas pour Riot Games. Ouais, c'est pas ça qui fait la différence. Non, c'est qu'on sait parler à leur commu, qu'on sait les engager, etc. Contrairement à Blizzard, pour la petite histoire, où là, ils ont recruté d'autres profils qui ont pris comme une menace le fait qu'on gérait leur communauté. Et donc, du coup, eux nous ont exclus de leur circuit officiel pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on Tout était... simplement, tu ne peux plus travailler sur ces Tu jeux. n'as pas les droits. StarCraft, tu ne peux rien faire sur StarCraft. On pouvait faire des trucs, mais on pouvait juste pas commenter leur ligue officielle avec les meilleurs joueurs du monde. D'accord. Alors que ça faisait 4 ans qu'on faisait ça de notre côté sans demander rien à personne. Hein. Ouais. Genre... Ça doit être frustrant parce que vous veniez de StarCraft. À un moment, tu dis c'est que c'est quand même une espèce d'injustice de ces boîtes qui ne comprennent pas, quoi. Bah, c'est là où tu dis au début, bon, déjà, grosse incompréhension, parce que tu dis, attends, j'apporte de la valeur qu'ils n'ont même pas à payer, et ils décident de ne pas prendre cette valeur. Donc, du coup, tu es là juste sur un calcul mathématique où tu dis, il y a une couille, quoi. Il y a un truc que je pige pas, quoi. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas juste des boîtes, c'est juste des gens qui font partie de cette boîte, et que c'est des gens qui ont des motivations, c'est des gens qui ont besoin de justifier leur poste, la classique, tu vois, dans une entreprise, qui fait que des gens vont faire parfois des choix politiques plutôt que des choix rationnels pour leur carrière, parce qu'en fait, ils ont besoin de montrer que, eh bien non, c'est pas deux nerds en slip qui gèrent la communauté StarCraft en France. Mais c'est moi qui vais monter mon truc, je connais. C'est moi, je suis quand même payé pour, donc du coup, je vais essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. Et donc toi t'es juste là en mode putain les gars, on était là pour le fun, merde. Ouais, et là ça devient le fun est parti, quoi. Ça devient chiant, politique, tu perds des contrats, alors que par ailleurs tu grossissiez en parallèle. Vous étiez combien à cette période? Ça c'était 2013, donc là on était une dizaine en fixe récurrent, et après on devait avoir une trentaine de prestataires freelance qui intervenaient sur quelques jeux à droite à gauche. Donc on se rend compte à ce moment-là que le marché va se boucher tout simplement en termes de licence, et que ça va se concentrer de ouf. Et donc on ouvre du coup une web TV. Donc avant on était vraiment sur du YouTube sur et de l'événementiel, et du YouTube. Toujours sous le label au gaming, mais on avait une chaîne, je crois, qui tournait à l'époque sur Dailymotion. Et Dailymotion. Pourquoi Dailymotion? Parce que de l'extérieur, Dailymotion, c'est pas le bon cheval. Bah, c'est hyper intéressant. Dailymotion, ils ont mine de rien financé presque 5-10 ans de business de web TV en France. Sur un malentendu. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient... Alors, je suis pas dans tous les petits papiers, bien sûr, mais en gros, ils avaient la volonté de se faire racheter à l'époque par Yahoo, de mémoire. Ouais, il y avait un deal, ils avaient ouvert des bureaux, effectivement. Il y avait des bureaux, machin, c'était le feu, il y a Paris et tout, il y avait des gens qui imprimaient des trucs, qui prenaient des cafés, c'était une vraie entreprise. Et donc, en fait, pour booster leurs vues et leurs chiffres, ils faisaient signer des contrats à perte où, en fait, ils te garantissaient... Avec des minimums garantis, c'est ça? Des espèces de... Ils te garantissaient un minimum de fill rate, donc de taux de remplissage, à 80% de fill rate. Quoi que tu produises... C'est-à-dire que si tu avais 100 viewers et que tu appuyais sur le bouton pub, ils te payaient comme si 80% de ces 100 viewers, donc 180 viewers, avaient effectivement vu une publicité... Alors, déjà, ça voudrait dire qu'ils avaient une régie commerciale ou qu'ils pouvaient vendre. Ils remplissaient l'inventaire et que les pubs étaient tellement bien et l'UX tellement bonne que 80% des gens cliquaient sur la pub. Cliquaient et la voyaient effectivement. Alors qu'on sait très bien que l'inventaire est jamais rempli à plus de 50% parce que c'est très dur de prévoir les audiences que tu vas faire. Et ensuite, tu as toujours même des bugs tout simplement techniques qui font que la pub, elle est à moitié vue ou elle n'est pas lancée ou elle est un peu lancée. Bien sûr. Et donc, du coup, les mecs te payaient rubis sur 80% alors qu'ils devaient peut-être envoyer 5 ou 10% de fill rate. D'accord. Efficace. Donc, un peu un jackpot, quoi. Jackpot financier, tu as tout intérêt. Plus tu produis, plus tu gagnes d'argent. Tu produis, de manière mécanique. Nous, on est resté fair, c'est-à-dire qu'on a juste monétisé nos vues et effectivement, ça faisait pas mal d'argent. D'autres acteurs du sport électronique ont été peut-être moins scrupuleux
et se sont mis à embed leur stream sur des sites qui avaient aucun rapport, à falsifier les vues et tout, et à vraiment à taper dans la tirelire, mec. Ça a dû être un peu un carnage. Ça a dû être le carnage. Donc ça, voilà la petite histoire de Dailymotion. Et donc ça a généré le fait que tout le monde est allé chez Dailymotion. Ensuite, plot twist, Arnaud Montebourg. Ah oui, je me souviens de l'histoire. Refuse le rachat et dit non, ce sera une boîte française, mes couilles. Toute la strate du coup d'acquisition d'audience tombe à l'eau. Ouais. Et donc du coup, ils changent les contrats. Ouais. Et tout le streaming français part chez Twitch. C'est vraiment là, il y a eu un switch. Toutes les web TV sont parties chez Twitch à ce moment-là en mode bon. Twitch, on était où à cette période-là? Là, on est en quelle année? C'est 2014. Fin 2014. Twitch en fait était en train de créer des bureaux. Twitch à la base, donc c'est Justin TV, donc c'est un gars qui s'appelait Justin Wong qui s'est dit ok, je vais streamer ma vie. Je vais foutre une webcam sur WAM ou chez WAM et je vais juste faire une web TV sur ma vie. C'est projet de fin d'études presque. Sauf que le truc s'est développé de plus en plus. Finalement, il s'est rendu compte que les gens utilisaient son service pour streamer du jeu vidéo, notamment sur un onglet de Justin TV qui était l'onglet Twitch. Et donc du coup il s'est dit bon bah on vire Justin TV, on va juste garder Twitch et c'est ça qu'on va financer, etc. By the way, ils étaient ultra fans de StarCraft, c'est avec eux à ce moment-là du coup qu'on discute. Ils nous disent ouais, on voudrait au gaming sur Twitch et tout, l'Iron Squid, les événements que vous avez fait, ça nous a marqué de fou. Du coup venez chez Twitch, on vous fait un pont d'or quoi, pour que vous veniez produire chez nous. Et donc du coup économiquement on a trouvé un accord qui était satisfaisant pour une boîte, parce que nous on est toujours un ovni en fait chez Twitch, parce que nous on est une société qui produit, alors que Twitch c'est des individus, des streamers quoi. C'est des streamers qui récupèrent l'argent sur PayPal. Y a pas, ils se salarient pas eux-mêmes. Enfin tu vois, il y a pas de déclaration de quoi que ce soit. C'est des AE au maximum, tu vois. Ouais. Donc nous on prend cette opportunité. Donc du coup on passe de Dailymotion à Twitch. Le contrat étant fait de telle manière qu'on ouvre 5 chaînes à ce moment-là sur Twitch et on ouvre un business de Web TV network avec une chaîne par jeu e-sport puissant. On a du coup presque avec l'ambition de faire du 24/7 et de dire ok, chaque jeu justifie son écosystème. Donc on va pas faire une chaîne qui va alterner plusieurs jeux différents. C'est du continu. C'est un jeu hardcore. Alors, il y a du hardcore, il y a aussi du softcore, il y a du tutoriel, il y a du fun, etc. Mais c'est un jeu, une chaîne. Et donc, du coup, on en a une sur StarCraft, une sur LoL, une sur Hearthstone, une sur Counter-Strike. Donc, 4 chaînes qui tournent, qui tournent presque à 24/7 et qui récupèrent tout le contenu disponible que soit les organisateurs, soit les éditeurs produisent et peuvent licencier. D'accord. Et donc, c'est des gens que tu payes toi pour avoir les droits et après tu te fais payer par Twitch pour le contenu. Donc c'est vraiment c'est pas du contenu que tu produis ou peut-être pour certains des événements, etc. C'est des talents. Vous gérez aussi des talents en disant. Et donc du coup on se retrouve aussi à gérer des talents puisque donc c'est des gens qui ont une popularité qui explose. On est donc en 2014-2015. Le marché de la pub à ce moment-là est en train de pivoter vers le digital. Ouais. Le marché, les issus du constat que les moins de 45 ans ne regardent plus la télé, n'écoutent plus la radio et ne lisent plus les journaux. Donc en fait, il y a une question qui commence à se poser dans toutes les salles de Brainstorm qui est mais où sont les jeunes? Et les jeunes en fait ils sont sur Twitch. Et du coup tu as tout le marché de la pub qui pivote, tu as tout le marché du sport traditionnel aussi qui se met à pivoter pour les mêmes raisons. Les jeunes regardent de moins en moins le sport en général. Alors, certains sports continuent à intéresser beaucoup de jeunes. Hein. Oui, bien sûr, mais le regard de manière différente en tout cas. Et donc le sport et la télé. Donc en fait, tu as ces trois industries qui ont un problème à ce moment-là et qui commencent à s'intéresser au phénomène e-sport parce que ça règle leurs problèmes. Ça réglerait leurs problèmes en tout cas. En tout cas, ça fait partie de l'équation. Et donc, du coup, on se retrouve courtisé à ce moment-là par des groupes médias, donc les plus gros que tu puisses connaître, qui nous disent voilà, expliquez-nous comment ça marche, comment on fait, etc. C'est le moment où il y a cet engouement où j'avais reçu à ce micro Raoul Lebel justement de Bang Bang Management, racheté par Webedia, qui avait eu des discussions avec TF1. Donc tous ces groupes-là, à un moment donné, se disent c'est là, les jeunes sont là, il faut y aller, il faut investir.
Ouais. Et tu trouves quelqu'un, vous voulez un actionnaire, vous voulez vous vendre à ce moment-là? On réfléchit effectivement à se vendre. On se dit, est-ce que ce serait pas intéressant? Pour être honnête, on fait quelques réus créatives entre guillemets ou des réus de projets ou quoi, et c'est vraiment la copie de 99 francs, genre Tous les clichés sont là. 15 personnes qui sont dans une pièce sur un sujet qu'ils maîtrisent pas et pourtant tout le monde prend la parole pour exister, pour justifier son poste. Genre, t'es vraiment sur des trucs où tu dis, mais en fait, ah oui, je comprends pourquoi des décisions absurdes sont prises par des gens compétents. Enfin, genre, c'est... Et donc du coup, ça nous encourage à nous dire non, bah en fait, on va pas vendre à ces gens-là parce que sinon on va vivre un enfer. Et ouais, tu sens que ils vont faire n'importe quoi, que ça va capoter. Et soit t'en sors, tu vends et t'en sors totalement, soit tu restes indépendant. C'est ça. Sauf que c'est hyper dépendant des gens à ce moment-là. En tant que personnalité publique, c'est aussi ça que les gens auraient acheté. Donc du coup, ça aurait été très difficile d'en sortir. Et donc, oui, c'est-à-dire que toi, tu castais encore, t'étais encore très visible et donc tu peux pas vendre ta boîte. Et disparaître. T'es loqué, t'es complètement lié dur à la remplacer, table, voire impossible. Donc, plutôt que de voir mon petit bébé se faire égorger pendant 3 ans par un major, des groupes capitalistes, du coup, finalement, on leur dit bon bah non, en fait, on vend pas, et on leur dit c'est 15 millions. Ouais, tu essaies de mettre un chiffre un peu exotique. Un peu exotique, et du coup, c'est 15 millions, et voilà. Et après, donc ça c'était pour les acteurs un petit peu, on va dire, carnassiers. Pour les autres, parce que tous ne sont pas comme ça, c'est juste qu'en fait, les décisions se perdent. Ils étaient intéressés, tout le monde est intéressé. On rencontre des boards de gens, de directeurs du digital, du sport, de machin, de trucs, des gens qui sont là, super bon projet, ça fit de ouf et tout. Mais les décisions se perdent dans des chaînes hiérarchiques où tôt ou tard quelqu'un dit non, c'est trop petit, ou alors non, c'est trop gros, non, c'est pas le moment. Ouais, ils comprennent pas, etc. Donc, Et du coup, ils veulent venir, mais ils sont pas prêts à investir vraiment dans ces écosystèmes-là. Et donc, du coup, la porte se referme, et c'est un acteur canadien, du coup, qui décide de mettre des ronds. Sur un call qui dure 35 minutes, qui se passe bien. Il vient 2 semaines après, on se parle 2 jours. Et du coup, en 2 semaines, c'est réglé. On a une due diligence qui est sur la table avec la valo qu'on demande, les conditions qu'on est prêt à accepter. Enfin, très très simple. Ça, c'est en 2017, c'est ça. Et ça, c'est en vous levez 2,5 millions c'est ça, ouais. Sur une valorisation de 10 millions. Je peux faire mes calculs en recoupant, non? Non, c'était 4 millions pré-monnaie. D'accord, ok. Et vous en aviez besoin? Parce que donc là, pour le coup, c'est à quoi ça sert? Parce que vous produisez, c'est du contenu que tu récupères, vous négociez des licences, il y a ce deal avec Twitch. Pourquoi vous avez besoin de fonds? On a besoin de fonds parce que Twitch paye à l'époque à 3 mois. D'accord. Donc, besoin de trésorerie. T'as un besoin de trésor, t'as également, si tu veux adresser des jeux, les nouveaux jeux, parce que là, à l'époque, en 2017, StarCraft a 8 ans, LoL a 7 ans. Donc la question de la diversification se pose. Comment est-ce qu'on se diversifie, sur quel jeu? Et on se rend bien compte qu'il faut être en capacité d'agir rapidement si tu veux adresser des nouveaux jeux qui sortent. Ouais. Pareil, stratégiquement... l'événementiel reste quelque chose de très dur à remplacer, même par des éditeurs. Donc en fait, pour faire de l'événementiel, avant on avait des mécènes, là maintenant il faut avoir des capacités de financement. Donc c'est tout ça qui fait qu'on se dit ok, il faut qu'on... Et également on se rend bien compte que les acteurs se concentrent entre eux. Webedia du coup est là depuis 5 ans et essaye... a des moyens, investit. A des moyens, recrute une partie de nos équipes, va chez Webedia, essaye coûte que coûte de se faire une place dans le sport électronique français, et on sent bien que nous, même si on a une bonne relation, et c'est beaucoup de relationnel qui nous sauve à ce moment-là, le relationnel ça dure pas éternellement. Donc on se dit ok, on est entouré d'acteurs de plus en plus gros. Nous on est un petit indé des potes qui veulent faire des choses cool, mais on se rend bien compte, si on veut continuer à décider ce qu'on va faire demain, il faut qu'on grossisse un peu. Pas autant que les autres, mais il faut qu'on ait quand même... Un peu obligé, quoi. C'est que, voilà, ça passe d'un truc cool où vous êtes entre potes et vous êtes un peu omniprésent, à derrière, vous êtes rattrapé par le marché qui se professionnalise avec des moyens, et donc vous devez faire ce choix.
C'est ça, et donc du coup, on trouve un acteur donc canadien, un fonds qui est en vrai le plus bienveillant de toutes les discussions que j'ai eues, parce que j'en ai eu une soixantaine du coup, pendant quand même. 2 ans, quoi. Bienveillant, simple, pas de pression. Et minoritaire. Et minoritaire. Donc vraiment le deal très satisfaisant. Et du coup, on avance à partir de là, on déménage, du coup, on arrive à Ivry-sur-Seine, on récupère 1300 mètres carrés de studio qu'on arrive à crafter avec le centre commercial et le propriétaire, puisqu'il voulait nous accueillir pour créer un village de start-up dans son centre commercial vide, comme tous les centres commerciaux. Voilà, il faut trouver des trucs. Voilà, donc là, il a le beau projet. Donc, vous avez 1300 mètres carrés de studio. C'est ça, avec une intro par Axel Lemaire, du coup, qui est à l'époque ministre du Digital. Exact. Et qui vient faire un tour dans nos studios un jour et qui dit « Mais c'est génial ce que vous faites, je vais vous aider les jeunes. » Et du coup... Et du coup, elle nous met en relation avec ces gens-là qui nous font pareil un pont d'or pour qu'on vienne dans leur centre commercial. On est toujours aujourd'hui avec du coup des facilities. On a 7 plateaux et on est super bien, quoi. C'est juste qu'entre-temps, encore une fois, les chaînes hiérarchiques de décision faisant le centre commercial a changé de plan. Donc maintenant, il n'y a plus de village de start-up, mais il y a OGaming. Vous êtes là, vous êtes toujours là, quoi. Ouais. Mais donc, pour revenir sur ta question, donc effectivement, donc ça, c'est un peu l'évolution de ce qu'on a pu faire en e-sport, en marketing, en agence, en diffusion de manière générale. Et tout ça, en fait, en l'apprenant, en bossant avec Riot Games notamment, qui a des standards de prod assez élevés, Blizzard également, on se rend compte en sortant un petit peu la tête de l'eau que tous ces standards de prod sont applicables et très utiles et très convoités du coup par beaucoup d'autres secteurs qui juste peut-être veulent faire du digital, du streaming en direct, avec de l'interaction possible, et qu'en fait tout ce qu'on a appris pendant ces 10 années-là peuvent être mis au service d'autres projets, d'autres sujets. Et donc notamment celui, par exemple, incarné par Jean Massier, donc, qu'on peut retrouver sur Twitter et sur Twitch, et qui, du coup, lui, fait de la vulgarisation donc, de politique. Donc en gros, tous les mercredis, il se tape le programme le plus chiant du PAF, qui est les questions au gouvernement. Voilà, exactement. Voilà, il commence par la face nord et il le traduit, il le vulgarise, il le rend fun, il le rend compréhensible, il explique les joutes verbales et politiques et de valeurs de ces gens-là qui sont des professionnels du coup, et il explique pourquoi machin dit ça à tel moment alors que la semaine dernière il disait l'inverse, quel est le lien, en fait lui c'est la femme de machin, enfin tu vois, genre il explique vraiment presque comme un caster de jeux vidéo. Exactement. Mais sur les questions politiques, donc les mêmes codes. Donc ça, avant qu'on en parle justement, donc aujourd'hui l'e-sport ça pèse combien dans votre chiffre d'affaires? Parce que donc historiquement c'était 100%, autour de l'événementiel, de la monétisation sur les plateformes, du mécénat, du sponsoring, etc. Donc tu dis qu'à un moment donné, ces moyens de production, votre savoir-faire peut s'appliquer à d'autres secteurs. Donc vous faites un peu shift, on va en parler. Aujourd'hui, l'e-sport, ça reste majoritaire? Aujourd'hui, là on est dans une année de pivot, du coup on est justement en train de circonscrire le chiffre d'affaires de l'e-sport, donc on doit être, on a un objectif de 50-50 aujourd'hui, je dirais, sur 2021, mais 2022, l'objectif ce serait que ce soit 30-40% du chiffre d'affaires maximum. Mais tout en continuant de faire grossir l'e-sport. Vous abandonnez pas l'e-sport, ça reste votre ADN, etc. C'est juste que vous allez grossir sur le reste, quoi. C'est de faire grossir le reste. Et oui, non, l'e-sport, c'est ce qui nous fait marrer, c'est ce qui fait qu'on se tape des barres en allant au boulot, en fait. Donc, on va pas. On a réussi à le trouver il y a 10 ans, on va pas l'abandonner, mais ça te met également, en fait, dans un écosystème qui est très, très, très pyramidal, voire même qui est monopolistique, puisque tu as un seul acteur qui est l'éditeur et qui, grosso modo, a le droit de vie ou de mort sur toi et ta société. Même s'il y en a 3-4, mais bon, il n'y en a pas plus, quoi. Enfin, des éditeurs, des jeux qui comptent, qui ont du potentiel, il n'y en a pas tant que ça. Qui comptent et qui ont une stratégie communautaire / business, de collaboration avec les gens qui l'entourent, un truc un peu développé, parce qu'il y a des éditeurs comme Nintendo, par exemple,
qui, eux, ne comprennent toujours pas l'e-sport et ne souhaitent pas partenariser avec qui que ce soit, quoi. Et justement, tu peux pas faire, là c'est plus une question d'opportunité business, mais faire comme vous faisiez avant que les autres éditeurs, Riot, Blizzard s'en emparent et organiser des tournois de Mario Kart ou enfin, tous les jeux qui ont un potentiel e-sport sans avoir justement à payer des droits à Nintendo. Si, après, c'est toujours la même histoire. C'est que les gens, quand le gâteau grossit, c'est là qu'ils se demandent effectivement où sont les droits, etc. Des gens comme Nintendo, ils t'interdisent tout simplement de le faire. C'est pas qu'ils... Ah ok, d'accord, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'organiser aujourd'hui un championnat de France de Mario Kart. Voilà, c'est ça. Ou alors sans utiliser la marque Nintendo. T'as d'autres éditeurs comme Valve, par exemple. Eux, c'est laisser faire. Donc en gros, eux, ils disent, voilà, organisez ma scène. J'adouberai 3 tournois par an, ce seront donc des majors. D'accord. Et je vous donnerai 300 000 boules pour le cash prize. Mais vous vous débrouillez entre vous. Et donc, du coup, ça crée des écosystèmes complètement différents. C'est-à-dire que c'est absolument pas régulé. Tu as parfois 3 matchs importants par jour pour les joueurs. Donc, tu as une sursaturation du planning, puisque personne n'est là pour saturer l'agenda. Et donc, ça crée en fait des écosystèmes qui sont tous radicalement différents. Des royaumes avec un roi qui a une folie qui n'est pas la celle de l'autre, de son copain. De l'autre, mais qui sont tous un peu fous. Et il y en a qui sont quand même plus ou moins compréhensifs de leur communauté, des joueurs qui font que les jeux ont du succès. Tu disais Riot, plutôt, eux ont bien compris. Riot, ils ont bien compris, effectivement, ils ont bien compris le pouvoir de la communauté, des influenceurs également, et ça nous est d'ailleurs retombé dessus l'an dernier. Du coup, on a eu une scission dans la société, où du coup on n'a pas trouvé d'accord avec 2 cofondateurs qui étaient donc cofondateurs à la base, qui étaient également commentateurs de League of Legends. Ouais, connus dans la scène. Et cette scission, alors c'est pas pour faire du drama, mais dans la communauté, ça en a beaucoup parlé, etc. Ça en a beaucoup parlé. Après, on a essayé d'être digne, on va dire, dans la manière de se séparer, justement, de ne pas verser dans le drama et dans la petite phrase. Que cette communauté sait bien faire, justement, tu vois, dans l'e-sport, les streamers, etc. Dès qu'il se passe un truc, c'est repris. C'est quand même des spécificités. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Ouais. C'est par rapport à d'autres types de médias, dès qu'il se passe un truc, c'est la communauté, en fait. Le chat, la communauté, c'est quand même... C'est une partie de la communauté, donc c'est les mecs qui sont engagés de ouf et qui vont eux-mêmes... attiser échauffer le débat en fait. Ouais. Et c'est le concept de Twitter, tu vois, genre une personne dit une grosse connerie et du coup ça crée de la réponse, de l'engagement, de l'enragement, de l'intérêt, de l'importance sur un truc qui est à la base anecdotique, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc quelque chose qui par exemple pourrait arriver dans une boîte comme Cosa Vostra, c'est pas le cas, mais personne n'en saurait rien et personne n'en aurait rien à faire. Vous, il se passe le moindre truc, tout de suite, c'est tout le monde en parle, tout le monde le sait, tout le monde écrit dessus, etc. Ouais. Donc, faut gérer ça. Ça, j'imagine que c'était un peu nouveau pour toi. C'était nouveau, notamment parce que c'était des amis, donc ça rajoute en plus un truc de... est-ce que même en termes de business, tu peux faire des choses, qu'est-ce que tu les ferais à tes amis? Enfin bref, ça rajoute forcément plus de complexité. Moi, j'ai de cette histoire beaucoup de peine et le sentiment d'un énorme gâchis, puisque on aurait pu tout simplement se serrer la main et se donner X temps, vendre les parts de chacune, et ceux qui veulent rester restent, ceux qui veulent partir partent, et sortir par le haut de cette situation. Et c'est normal de pas être d'accord après 10 ans de boîte, tu vois, notamment quand c'est des potes. C'est clair. Et je regrette qu'on soit parti vraiment par la pire option, qui est tout le monde perd, quoi. Ouais. Il y a peut-être que Riot qui gagne dans ce truc-là, parce qu'il récupère un acteur... Enfin, il casse un acteur qui a du pouvoir de négo, et il en récupère 2 qui en ont du coup beaucoup moins. Ouais. Donc en termes de dépendance, en termes de contre-pouvoir, et même si c'est jamais intéressant... Enfin, c'est pas longtemps intéressant d'être le contre-pouvoir de Riot, parce que ça reste...
Riot. Ouais, David contre Goliath, quoi. Mais voilà, David, il faut qu'il ait quand même il faut qu'il ait un slip et une fronde, quoi. Ouais, sinon c'est compliqué, il n'y a plus rien du tout, quoi. C'est ça. Donc c'est aussi pour ça, c'est stratégiquement, il y avait vraiment mieux à faire. En termes de pognon, il y avait vraiment mieux à faire. Et en termes d'histoire, que ce soit celle de gaming ou celle de notre groupe de potes, il y avait clairement mieux à faire. Donc, ouais. Mais voilà, parfois, c'est pas parce que tu as le meilleur plan que... Non. Et puis c'est la vie de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneuriat aussi, quoi. C'est toutes ces galères, etc. Vous avancez, vous grossissez. Une des caractéristiques quand même d'Altab, c'est que vous avez fait beaucoup de crowdfunding autour des événements. Et puisque tu sais, moi, les modèles économiques m'intéressent bien. Du crowdfunding, du financement participatif, en amont des émissions. Pourquoi ? Est-ce que c'est, encore une fois, parce que vous êtes dans un secteur où la communauté compte ? Est-ce que c'est pour ne pas dépendre ? Mais est-ce que c'est une volonté dès le départ de préfinancer ? Déjà, en fait, quand tu fais la différence dans ta tête entre crowdfunding et faire la manche, ce qui est vraiment radicalement différent, il n'y a que des avantages à faire du crowdfunding en soi. C'est-à-dire que mais c'est ce premier step qui pour beaucoup de gens est pas évident. Ils se disent oui, mais si tu demandes de l'argent, ça veut dire que tu es dans la dèche et tout. Mais si tu considères, voilà, si tu dis que tu as une idée, un projet, tu n'as juste pas les ronds pour le faire, est-ce que vous êtes chaud, on y va, quoi. Et en plus, en le faisant, tu vas avoir une expérience backstage de comment je fais mon projet, tu vas avoir une expérience que tu n'as pas quand tu vas juste voir un film au cinéma et que tu es juste consommateur, quoi. Ouais. Donc, tu achètes quand même une expérience qui est différente et surtout, tu es impliqué dans le processus de production. Ce que beaucoup de gens demandent, en fait, aujourd'hui, tout simplement, c'est de savoir comment on fait les choses, quoi. Et donc, du coup, le crowdfunding, ça permet déjà d'avoir la liberté totale de faire ce que tu veux. Donc, en termes d'éditorial, de contenu, de machin, tu fais ce que tu veux et ce que les gens veulent que tu fasses, en fait. Ouais. Donc, tu ne dois qu'à ton public. T'es préfinancé, donc t'as pas besoin d'emprunter, de te maquer avec des banques. Tout le problème de trésorerie dont on parlait, etc. Tout le problème de trésorerie. Des sponsors qui te payent à 3 mois et compagnie. Donc c'est la liberté. Ouais, quand ils te payent, évidemment. Il suffit qu'il y en ait un qui ne paye pas pour avoir un petit trou. Et ensuite, c'est un cercle vertueux puisque plus tu fais du contenu intéressant, plus les gens te financent. Plus les gens te financent, plus tu fais du contenu intéressant. Et en fait, ça emmène vers le haut. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a crowdfundé 2 événements comme ça, un sur StarCraft, un sur League of Legends, en 2011 et 2014, où on a levé respectivement 120 000 balles pour aller au Casino de Paris et 160 pour aller au Trianon, pour faire les finales. C'est des beaux montants quand même. Hein. Ça te permet... Alors j'imagine que ça paye pas tout, évidemment. Hein. Ce genre d'événement, ça doit coûter un peu plus que 120 ou 160 000 balles. Plus, hein. Ouais. Mais en tout cas, ça te permet déjà aussi de sentir l'appétence, d'embarquer, de commencer ta com, etc. Ouais, et puis de confronter aussi au fait que ce que tu fais, ça a de la valeur. Et c'est une valeur que les gens sont prêts à payer, en fait. Et c'est pas... tu vois, tu as toujours un peu ce flou de « mais est-ce que les gens doivent payer ?» Ce rapport à l'argent, en fait, qui peut-être dans notre société est pas rendu simple. Non. On n'en parle pas. Être trop riche, c'est être vénal. Être pas assez riche, c'est ne pas apporter de valeur. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc où t'as jamais raison quand tu parles d'argent. Ouais. Là, c'est de dire, ok, peut-être que ce que j'apporte sur Internet, ça vaut plus. Peut-être que ça vaut moins. Mais en tout cas, là, il y a un prix de marché. C'est ce que tu es prêt à mettre sur ton crowdfunding pour m'aider, quoi. Et du coup, on se rend compte aussi à ce moment-là, quand on crée ces crowdfunding, c'est que les places les plus chères partent en premier, par exemple. Les places les plus chères, les plus engageantes partent en premier. C'est les places les places plus basiques qui restent à la fin, qui partent également, mais qui partent en dernier, quoi. Et ça remet aussi plein de choses en question, du coup, de se dire, en fait, les logiques basiques de marketing qui consisteraient à dire moins c'est cher, plus les gens achètent, déjà elles sont fausses. Enfin, ouais. Et du coup, ça embraye sur tout ce qui peut être des modèles liés au free-to-play, au free-to-use, qui sont des modèles qui sont du coup devant nous, puisque c'est les modèles de plein de jeux, de vidéos, en tout cas des jeux qui explosent, quoi. Fortnite et compagnie, sont des jeux gratuits. Qui sont des jeux gratuits où 95% des gens seront des freeloaders et ne paieront rien. Et c'est comme ça, et c'est très bien.
Et dans ces 80, enfin dans ces personnes-là, il y en a par contre 5, 2, 3, 4% qui mettront la main au porte-monnaie. Et dans ces gens-là, il y en a 0,1% qui va mettre 15 000 boules. Ouais. Parce que, les whales, quoi, les baleines, celles qui font payer très cher, parce qu'elles ont les moyens, ça les fait marrer, et puis ça entretient toute la communauté au final. Exactement. Et donc en fait, c'est aussi pour ça que le crowdfunding, pour moi, c'est aussi assez logique par rapport aux modèles sur lesquels on est, sur YouTube, sur Twitch, voilà, sur des modèles de free-to-use, de répliquer en fait tout simplement ces mécaniques-là et de se dire, ouais, bah s'il y en a un dixième qui peut faire la teuf et payer la teuf pour tout le monde, et si tout le monde est content que ça se passe comme ça, fine, quoi. C'est bah cool. Ouais. Clairement. Donc c'est un peu devenu votre marque de fabrique. Je sais pas si je le mettrais dans la marque de fabrique, dans l'ADN. Parce que nous, l'ADN, c'est l'alliance du pixel et de l'éthanol, tu vois ce que je veux dire. je vois bien, ça me parle bien. Non, mais en tout cas, on y fait de plus en plus appel et on a de moins en moins de scrupules à y faire appel. Et donc, du coup, nous, on l'a fait 2 fois pour nos propres projets. Et ensuite, donc, on a rencontré, Jean, je le connais depuis 2015, un truc comme ça. Ouais, et donc ça, effectivement, c'est la bonne transition vous avez fait donc pour cette nouvelle émission Backseat. Pareil, donc un crowdfunding. Et donc ça, c'est une émission, donc c'est un deal, c'est une association, parce que donc c'est Jean Massier, c'est une coproduction. D'accord. C'est une coprod. Jean, du coup, c'était à la base un fan de Ponfétude et OGaming. Qui s'était inspiré de ça et également du travail de Zerator et d'autres streamers, mais en partie de nous pour justement vulgariser les sessions. De politique, tu le disais tout à l'heure, avec les mêmes codes. C'est ça, avec l'emphase des commentateurs brésiliens, tu vois, en mettant du rythme, en mettant de la chaleur et du drama. Et qui, du coup, on se côtoie, machin et tout. Il nous ramène des opportunités, puisqu'il nous dit, voilà, moi j'ai Public Sénat, ils veulent qu'on bosse ensemble. On devient du coup la boîte de prod de cette émission qui a lieu tous les mercredis à 17h sur la chaîne de Jean Massier, bien sûr, sur Twitch. Exactement, je mettrai les liens aussi pour ceux qui connaissent pas. En même temps, c'est pas dur à trouver. Donc là, il fait une interview d'1 heure d'un sénateur, après avoir commenté les questions des sénateurs au gouvernement. Donc un beau 2h30 d'audiovisuel qualitatif made in France. Et du coup, on discute, on commence à faire quelques collabs. Le Climarathon, donc une émission longue qui a lieu à la mairie de Paris. Rappelle la durée. Alors le Climarathon, je crois que c'était 2 jours, mais c'était pas c'était pas en continu. La perf, c'est le grand débatton. Le débatton qui a duré 10 heures. 11 heures. 11 heures non-stop. 10 ministres. pour voir fonder 4 brigades de chiens. C'est fou. En fait, ça, c'est Jean, du coup, qui a l'idée, qui fait. C'était au moment du grand débat autour des Gilets jaunes sur des bâtons. Ouais. Qui fait pas mal. Mettez votre lettre dans cette boîte. Et promis, on la lira peut-être. Du coup, Jean poke le gouvernement de Édouard Philippe à l'époque et lui dit voilà, moi j'ai une idée, c'est le grand débatton. C'est le grand débatton, c'est vous me ramenez des ministres et moi je stream sur Twitch. Et là, le cabinet du coup répond positif et très rapidement, en 3 jours, on doit organiser 10 heures de show avec 10 ministres qui débarquent aux locaux. Jean de son côté s'occupe de recruter un panel soit de gens connus, soit juste de citoyens concernés de 20 piges qui veulent venir poser leurs questions. Et on est parti du coup pour une émission qui a duré 11 heures, ouverte par Édouard Philippe du coup le matin, et ensuite on a eu la totale, toute la chenille de ministres qui vient toute la journée, qui défile et qui vient plus ou moins diffuser son bullshit classique, tu vois. Ouais, voilà. Après, il y a les bons clients, ceux qui comprennent les codes, il y a les bonnes interviews et les moins bonnes, forcément. Sauf que là, il y a le chat. Et du coup, c'est ce qui rend les 10 heures vraiment hilarantes, quoi. C'est que tu vois, du coup, les mecs qui sont décalage. T'as le chat derrière sur l'écran, tu vois, qui est là. Où, voilà, c'est toujours très, très créatif, un chat sur Twitch. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est une des perfs qu'on fait avec Jean. Et ça, c'est très événementialisé. Et ce que je trouve intéressant, mais Backseat, donc cette émission dont on parle, pour le coup, est-ce qu'elle
Vous l'avez lancé avec les présidentielles en vue, mais est-ce qu'il y a la place, tu penses, pour une émission comme ça, un peu comme Popcorn de Domingo, en dehors d'un événement, tu vois? Est-ce qu'il y a besoin toujours d'événementialiser, etc.? Je sais pas si la question est claire, mais tu vois, est-ce qu'il y a la place maintenant pour une émission régulière en dehors d'un événement, etc.? Ah, bah moi je pense que oui, il y a sa place. Backseat va rester, tu penses, après les présidentielles? Ouais, le but de Backseat, c'est que ça reste. Là, du coup... Et donc là, c'est une grosse prod, pour ceux qui connaissent pas. Enfin, c'est un vrai, il y a un studio, il y a des invités, c'est 2 heures, c'est toujours les mêmes 2h30. studios, c'est chez nous. Et en gros, donc, ce qu'on se dit après le Climarathon, enfin après le Grand Débatton avec Jean, il dit, voilà, moi je vais faire un talk, etc. On se met à chercher des sponsors. Mais bon, déjà, trouver quelqu'un qui est prêt à payer une émission avant qu'elle existe et qu'elle ait du succès, c'est très compliqué. Et en plus, quand tu mets que c'est politique... les gens, tu réduis le nombre de sponsors potentiels qui comprend tout, qui va prendre le risque, etc. Qui va prendre le risque de s'associer à un message politique, etc. Donc en fait, on se dit, ok, ce sera plus simple. Et en plus, ça fait full sens qu'on crowdfund cette émission. Parce que c'est tes fans qui connaissent ce que tu veux faire qui seront les consommateurs. Donc tu leur devras à eux de faire une émission qui fait du sens. Et en plus, si tu veux avoir un sponsor derrière, tu lui dis by the way, j'ai déjà levé 100 000 boules, donc en fait c'est comme tu veux, mais moi l'émission elle existe quoi qu'il arrive. On y va quoi. Ouais. C'est beaucoup plus sexy pour quelqu'un plutôt que de se dire si je la finance pas, elle n'existe pas cette émission. La question c'est plus est-ce qu'elle existe, c'est est-ce que moi je veux être dans le wagon de. Ouais, bien sûr. Donc du coup, on crowdfund le truc avec les équipes d'Altab, du coup, en community management, en design, on crée la DA. Jean, du coup, dirige l'édito, recrute également une personne qui l'aide à booker les intervenants. Et du coup, on lance le truc, on lève 115 000 balles sur Backseat, du coup, en crowdfunding. On le lance en septembre donc 2021, avec notamment, donc, comme tu le dis, en première étape, les élections présidentielles. Et la volonté de donner un espace de parole qui soit pas qui ressemble pas à une chambre d'ado, quoi, avec des gens qui se lâchent des punchlines et qui essayent d'exister ou de rabaisser les autres. Et pas juste sortir la soupe, le discours, etc. Ni sortir la soupe, mais là c'est deux espaces en fait d'interview. Ouais. Où la première partie c'est un streamer ou un youtubeur qui est interviewé par Jean et les chroniqueurs sur son rapport à la politique. Même s'il lui-même ne regarde pas politique, c'est toujours intéressant. Pourquoi, comment, et on n'est jamais vraiment en dehors de toute politique. Et la deuxième partie, c'est une personnalité politique de premier plan qui vient du coup, et là qui se fait un petit peu plus cuisiner, mais qui a aussi plus de background et qui... Et ça donne des discussions très intéressantes. C'est surtout un moment d'échange qui existe très peu dans le PAF actuel. C'était une de mes questions. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Tu penses qui est concurrent où Backseat vient concurrencer qui? Il n'y a pas vraiment de... La notion de concurrence sur notamment les productions d'influenceurs ou de personnalités, pour moi, elle est très dévoyée. Les gens viennent voir Backseat, mais ils viennent voir surtout l'émission de Jean. Donc qui d'autre qui peut concurrencer une personne, quoi. C'est pas que un positionnement stratégique. Même si tu vois, bon, s'il faut répondre, je te dirais peut-être Brut ou le Média ou Blast, tu vois. Ouais. Mais in fine, on l'a vu par exemple, il y a Twitch, il y a des annonces qui ont lieu sur Twitch le soir. Il y a des trucs qui sont très, très, très suivis, tu vois, des trucs, il y a des streams à 200, 300 000 viewers, 180 000, machin. Attention, un tel va nous parler de sa prochaine vidéo, machin a appris à faire ses lacets, l'effervescence. Et pourtant, les audiences de Backseat ne bougent pas, en fait. Parce qu'en fait, tout simplement, les gens viennent pour un truc qui est super niche, qui est super spécifique. Alors oui, c'est une grosse niche, mais qui est le point de vue de Jean Massier sur la politique, en fait. Ouais. Et donc, tu peux mettre le big deal à côté avec qui tu veux dedans, ça changera pas, en fait. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est la notion aussi de concurrence et de marché sur Twitch, où parfois même, il vaut mieux avoir plein d'émissions qui font plein de vues sur Twitch un soir, parce que ça va booster tes vues, par exemple. Ouais. Ça va générer du trafic, et donc, en fait, tu vas aussi en bénéficier par rebond. Donc... pareil, moi je continue à apprendre. Oui, parce que c'est nouveau. Je sais pas si tu avais un intérêt perso pour la politique, etc. Ou est-ce que toi tu vois ça comme plus une diversification, sortir du gaming à un bon moment avec la bonne rencontre avec Jean?
Bah, le bon moment, la bonne rencontre, c'est sûr. Après, moi, j'ai toujours essayé. Enfin, je me suis toujours dit, ok, le gaming et les matchs de gens forts aux jeux vidéo, bah, c'est magnifique en soi, c'est beau, c'est exaltant, etc. Mais est-ce que ça fait avancer le monde? J'en suis pas complètement sûr, tu vois. Genre, voilà, je crois pas. Je crois pas que ça mette ma pierre à l'édifice quand je commente ou je fais commenter la 10e rencontre entre l'équipe numéro 1 et numéro 2 de tel jeu, tu vois. Ouais. Donc du coup, en termes de projet citoyen, c'est sûr que je suis très content personnellement, au rapport à mes valeurs personnelles, d'avoir lancé cette émission parce que voilà, là au moins je sais que ce que j'ai appris pendant 10 ans, ça sert à faire quelque chose qui œuvre pour du dialogue, de la citoyenneté, de la transparence, du respect, d'une certaine manière, qui sont voilà des choses qu'on trouve moins ailleurs, quoi. Ouais. Et de nouveau un peu pionnier quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, aller faire des émissions comme ça qui marchent sur Twitch, toucher une autre génération, les jeunes, comme tu disais, entre guillemets, il y en a pas beaucoup encore. Tu vois, on parle. Il y a Samuel Etienne, il y a eu pas mal de flops, des marques qui ont essayé, etc. Là, quelque part, comme tu le dis, tu participes aussi par Altab avec Backseat à aller parler de société, de politique, etc. à des gens qui s'en désintéressent ou ne regardent plus du tout, ne suivent pas la politique. Ouais, c'est le sacerdoce de Jean et le mien aussi à la base sur une autre discipline, mais oui, c'est de faire des choses que les gens ne font pas, c'est de se creuser la tête sur des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Ouais. Et oui, ça c'est très kiffant. Ouais. C'est clair. De trouver des solutions qui n'existaient pas avant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Là, je reviens sur Altab. Donc, dans cette diversification, donc là, on voit la politique, on voit qu'il y a une espèce de sweet spot. Je pense que c'est bien, on vient de le dire, ça a plein de sens, faut créer. Est-ce que tu vois d'autres sujets qui peuvent émerger comme ça? Bon, tu vois, Popcorn, ils sont sur ce truc un peu société, il y a un peu de gaming, etc. Est-ce que tu vois d'autres plans? Ou peut-être la question, c'est quoi la suite d'Altab? Altab, du coup, c'est de garder la base de l'ADN qui fait qu'on on existe depuis 10 ans maintenant, c'est-à-dire être, je dirais, une forme de bac à sable pour gens compétents et avec un peu d'ambition. Aujourd'hui, du coup, on a une équipe en production de gens qui viennent de la Gaieté Lyrique, qui viennent certains de Webedia, mais c'est bien l'intérêt de bosser pour une grosse boîte qui te sous-paye, c'est que tu sors, t'es formé à 4 métiers, quoi. Ouais. Donc tu trouves du boulot facilement. Mais ouais, t'as des perles comme ça qui sortent, t'es là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi t'es aussi compétent? Parce que j'avais un boss de merde. Ça aide. Petite dédicace. Voilà. elle est faite. Je ne montrerai pas. Mais ouais, non, du coup, on a une équipe de gens qui sont hyper talentueux et du coup, le futur, je peux pas te le décrire. Aujourd'hui, on a aussi bossé pour l'armée. On a fait un événement qui s'appelle la Red Team. D'accord. On en parlera peut-être un prochain podcast. Ouais, c'est un autre sujet. Mais où du coup, c'est les auteurs de science-fiction au service de l'armée. Donc pour que l'armée puisse se préparer au scénario de menace à horizon 2050. D'accord. Ok. Donc, et donc nous, on a agi en organisateur événementiel de ce programme-là qui dure pour l'instant 3 ans. Et l'an dernier, qui s'est déroulé au Trianon, du coup, on a fait... où on a organisé cet événement. Donc du coup, là, on découvre aussi en sortant de l'e-sport et de la petite bulle que, bah ouais, tous ces savoir-faire-là, en fait, sont hyper demandés, connaissance de la communauté, ils sont demandés. Ces nouveaux canaux, du gaming, l'événementiel. Engager les gens, leur faire passer de l'info, créer des trucs avec des médiums qui sont nouveaux, parce que bah, pour nous, connecter un smartphone avec un écran, ça paraît faisable, tu vois. Ouais. Pour un militaire de 65 ans, c'est la lune. Compliqué. Donc en fait, c'est juste dire, ok, attends, posons 2 secondes là et faisons le bilan de ce qu'on sait faire, le bilan de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on a traversé, et déjà se dire que c'est déjà bien, tu vois. Et ensuite que rien que ça, c'est déjà beaucoup pour beaucoup de gens et que ça fait énormément de choses à partager. Donc ouais, je dirais continuer à explorer autre chose que l'e-sport et ensuite continuer à faire de l'e-sport autrement et de l'e-sport qui soit inclusif, de l'e-sport qui soit... Inclusif, c'est intéressant, on pourrait en parler. On arrive au bout de cet épisode, mais
vous œuvrez quand même beaucoup pour l'inclusion des femmes, etc. On parlait quand même de jeux vidéo, de stream, on peut pas passer à côté. Tu vois, par exemple, il y a des histoires chez Blizzard de culture très toxique. Ça, c'est un truc sur lequel toi, tu te bats. C'est un truc que je pousse dans ma boîte, qui est quelque chose qui doit être poussé par les gens. Alors, heureusement, les gens qui sont recrutés aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas chez Altab, mais bon, tu peux pas changer les gens comme ça, comme tu le souhaites. Mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est une valeur qui est naturellement partagée par tout le staff, qui consiste à dire, voilà, juste à accepter accepter la situation, qui est que c'est plus dur pour une meuf ou pour une minorité de manière générale, et que c'est inacceptable que ce soit injuste et plus dur pour une minorité, et que du coup, notre rôle en tant que faiseur, c'est de permettre à ces gens de faire et leur donner du coup la possibilité d'avoir des postes, d'avoir des responsabilités, de montrer ce qu'ils savent faire, de pouvoir échouer aussi, de pouvoir progresser là-dedans. Donc effectivement, là, on a recruté. Alors, c'est pas suffisant et c'est pas au niveau qu'on pourrait souhaiter, mais du coup, on a intégré des profils de nana, notamment dans tous les jeux auxquels on adresse. Alors, StarCraft reste. Il faut trouver les candidats, il faut se battre en tout cas pour aller les chercher, etc. Faut qu'elles nous trouvent, faut les trouver. Donc bon, mais en tout cas, il y a toute une démarche qui vise à inclure de plus en plus de profils variés, et que ce soit plus juste un trip de trentenaire blanc avec une barbe. Parce qu'en plus, les nanas, c'est 28 voire 30% des joueurs compétitifs en fait. Dans l'e-sport, un joueur sur 3, c'est une nénette. Dans l'e-sport compétitif, c'est net, et dans le jeu vidéo en général, c'est 51%. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plus de meufs que de mecs dans le jeu vidéo, quoi. Donc c'est juste rattraper la réalité que de donner le micro à des nanas ou à des minorités, quoi. C'est important. C'est comme j'avais vu effectivement que vous faisiez des efforts là-dessus, je tenais à le souligner. Super. Bah, écoute, on arrive au bout de cet épisode. Alexandre, merci pour ton temps. Merci pour tout ta franchise et ton franc-parler sur tous ces sujets-là. Ça fait du bien aussi à entendre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je mettrai tous les liens dont on a parlé, les jeux vidéo, les chaînes, etc., dans les notes de l'épisode. Donc, comme je disais, j'espère que ça vous aura plu et on se revoit bientôt. Merci Alexandre, salut. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.